Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on devait donc faire un peu de news, mais j'avais promis en amont cette fameuse vidéo sur les opérations PsyOps. Pourquoi ? Parce que j'ai vérifié les détails un petit peu en amont par rapport à cet article et il y a une personne centrale et vous allez être assez étonné par rapport à cet article et à cette personne centrale au sein du Pentagone. Voilà, alors on va commencer par cet article donc du site Medium et c'est signé par Thibaut Canuti. Alors Thibaut Canuti, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement à une certaine époque. C'est à l'époque où il faisait des conférences sur la figure de l'extraterrestre au cinéma. Et c'était en Normandie, et c'était à l'époque que justement j'animais et puis je gérais une association d'ufologie. Et lui et moi d'ailleurs, nous avons écrit au sein du magazine Ufomania dirigé par Didier Gomez. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment très sérieux, c'est quelqu'un qui est très posé, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, donc voici donc les allégations du lanceur d'alerte David Grosch sont-elles une PsyOp, c'est-à-dire opération psychologique. Et vous allez voir à la fin de cet article, je vais vous faire découvrir la personne centrale. Vous allez être très étonné de sa formation. Voilà. Alors, donc, l'article se présente en fait par une citation du docteur Gary Nolan. Donc, l'article en fait est ponctué de quelques photos. Alors, par exemple de la construction du Pentagone, mais on va revenir bien sûr au sujet central. Ça concerne bien sûr David Grosch, David Charles Grosch, qui bien sûr a été auditionné par le Congrès le 26 juillet, comme vous le savez tous. Et donc, il y a une idée sur une opération psychologique. Alors, vous allez voir, il y a à la fois le pour et il y a à la fois le contre, en fait, l'opposition justement à cette idée d'opération PsyOps. C'est pour ça que l'article est très complet, en fait. Il y a l'argument et le contre-argument. Alors donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, les extraordinaires allégations de David Charles Grosch sur des programmes de rétro-ingénierie profondément secrets en possession d'engins d'origine non humaine, intacts ou partiellement intacts, et d'entités biologiques exotiques ont suscité un retentissement mondial et ont activement interrogé le public et les spécialistes de la question. Alors, elles ne sont pourtant pas que le dernier, elles sont pourtant que le dernier avatar d'une longue suite de rumeurs et de témoignages à ce propos, dont l'une des plus substantielles est l'affaire du mémo Smith et du courrier de Robert Sarbacher, le confirmant, sur lequel nous proposons un développement particulier. L'objet du présent article n'est pas de discuter du niveau de crédibilité des informations d'Engroche, donc en fait il ne parle pas de sa crédibilité parce que tout simplement déjà, bon, en termes de, effectivement, de métier, de cursus, David Grosch donc a été authentifié comme un véritable agent du renseignement, enfin quelqu'un qui travaille vraiment au sein du renseignement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc son parcours d'ailleurs a été quand même plus ou moins vérifiable. Donc, et ensuite il a été authentifié donc par d'autres personnes. Donc il n'est pas ici question donc de discuter de son parcours professionnel, mais plutôt de débattre de la vraisemblance de l'hypothèse souvent évoquée dans le débat public qui a suivi ces révélations d'une opération de désinformation ou PsyOps, opération psychologique. Donc psychological operation. Et vous allez voir, je reviens tout de suite dessus. Vous allez être étonné à la fin de l'article quand je vais vous présenter la formation d'une personne qui est centrale par rapport à ça. Et vous allez vous poser de sérieuses questions sans obligatoirement véritablement valider le bien fondé d'une opération psychologique, en fait, tout simplement, d'une manipulation à grande échelle. Et, mais ça laisse poser des fois quelques questions. On a le droit de se poser des questions parce que il y a un lien des fois de cause à effet par rapport au cursus de cette personne. Alors notons toutefois une introduction que David Charles Grosch, 36 ans, ancien officier de combat décoré en Afghanistan, est un vétéran du National Geospatial Intelligence, NEJA, et du National Reconnaissance Office, NRO, a été le représentant du bureau de reconnaissance au sein du groupe du travail sur les phénomènes aériens non identifiés de 2019 à 2021.
puis de fin 2021 à juillet 22, le co-responsable de la NEJA pour l'analyse des UAP, donc phénomènes aériens non conventionnels si vous préférez, et son représentant au sein du groupe de travail du Pentagone sur les ovnis. De nombreuses sources crédibles attestent non seulement de son niveau d'accréditation sur ce sujet au sein du département de la Défense, le DOD, mais aussi de la réalité de ses allégations. Son témoignage sous serment, d'abord jugé crédible et sérieux par l'inspecteur général de la communauté du renseignement, puis transmis au Congrès devant lequel il livra ses informations durant 11 heures d'audition, semble suffisamment éloquent pour que le Congrès introduise un nouveau dispositif législatif après la loi sur les lanceurs d'alerte. Alors ça, on l'avait vu, hein. Si vous regardez mes récentes vidéos, hein, puisque je fais beaucoup de vidéos en peu de temps, je parle effectivement donc des lois, hein, des nouvelles lois mises en place. Alors déjà, il y avait déjà des lois mises en place concernant les lanceurs d'alerte, mais elle va être renforcée. Donc un récent projet de loi prévoit en effet toute personne actuellement ou anciennement sous contrat avec le gouvernement fédéral qui a en sa possession du matériel ou des informations du gouvernement fédéral concernant des phénomènes anormaux non identifiés qui a été ou sont actuellement protégés par toute forme d'accès spécial ou restreint. Notifie dans les 60 jours suivant la promulgation de la loi et fournissent dans un délai de 180 jours au directeur du All Domain Anomaly Resolution Office, donc le fameux AARO dirigé par le docteur Kirkpatrick. On en a beaucoup parlé. Une liste complète de tous les matériels donc lui demande une liste complète de tous les matériels d'origine non terrestre ou exotique relatifs à des phénomènes anormaux non identifiés qu'il possède et les met à disposition du directeur de l'AARO à des fins d'évaluation d'analyse. Ce constat posé du crédit global accordé au protagoniste principal de cette affaire, il convient désormais de définir ce qui pourrait être une opération de désinformation PSYOPS appliquée aux ovnis. Ah, alors ça y est, nous y voilà. Alors attention, on va prendre des pincettes, mais il va y avoir un contre-argument. Mais, vous allez voir, on va en revenir, et justement ça tombe très bien, parce qu'on va parler aussi, même d'une personne d'ailleurs qui avait écrit sur la désinformation et qui d'ailleurs avait préfacé le livre OVNI 60 ans de désinformation, le livre d'ailleurs que je propose dans la section ouvrages. Justement, c'est très important de le lire. Alors là, c'est un livre qui date de 2004, mais il est vraiment important de l'avoir par rapport à ce qui se passe. Donc les PSYOPS sont des opérations visant à transmettre des informations à certains publics afin d'influencer leur motivation et leur raisonnement objectif et in fine d'induire une modification du comportement de gouvernements, d'organisations, de groupes et de grandes puissances étrangères dans un sens favorable aux intérêts de l'organisation et de l'État qui en est l'émetteur. En 1997, dans sa petite histoire de la désinformation, édition du Rocher en 1999, Volkoff donne de la désinformation de la définition suivante. La désinformation est une manipulation de l'opinion publique, ça j'en avais déjà parlé, hein, manipulation de l'opinion publique avec de l'information déstabilisante à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Le DOD dispose de différentes unités dédiées aux PSYOPS, mais vous allez voir, attendez la fin. Mais d'autres institutions fédérales américaines comme le département d'État sont habilitées à conduire ce type d'opération avec une limite théorique. L'interdiction posée aux forces américaines PSYOPS de tenter de changer les opinions des personnes américaines, citoyens, résidents ou personnes morales, où que ce soit dans le monde. Notons d'ores et déjà que cette dernière disposition rendrait ainsi illégale une opération de type PSYOPS sur les ovnis. Bah oui, ça serait totalement illégal. Ça serait totalement illégal d'utiliser justement ces données à des fins d'opérations psychologiques. Celle-ci étant évidemment de nature à modifier les opinions et perceptions des citoyens américains sur la question. Oui, mais on parle de désinformation, ça fait des années qu'on parle de désinformation, d'ailleurs le livre OVNI 60 ans de désinformation en parle, mais David Gross justement parlait des informations depuis des décennies, c'est-à-dire que depuis des décennies, il y a de la désinformation sur le phénomène, effectivement. De toute façon, on peut effectivement penser qu'il y a la désinformation qui est utilisée, des opérations psychologiques qui sont utilisées en Europe et sont utilisées aux États-Unis. Moi-même, j'ai, à mon avis, une période de ma vie été manipulée. Donc ça, c'est possible par rapport à certaines personnes. Donc effectivement, que j'avais eu au téléphone.
Donc, il est possible effectivement qu'il y ait des opérations pour changer en fait tout simplement la perception de certaines données. Voilà, tout simplement. Alors attention, ça fait partie des renseignements. C'est le métier d'ailleurs. C'est le métier de certaines sections de renseignement. Voilà. Donc voilà. Alors, le DoD donc dispose de différentes unités dédiées au PsyOps, donc en fait des unités qui sont dédiées à différents domaines, c'est-à-dire que ça peut être la géostratégie, l'économie, ça peut être la recherche scientifique, ça peut être l'information médiatique, l'information des médias, etc. Donc en fait, il y a plusieurs unités de PsyOps. Donc, mais d'autres institutions fédérales américaines, comme le département d'État, sont habilitées à conduire ce type d'opération avec une limite théorique, l'interdiction posée aux forces américaines PSYOP de tenter de changer les opinions des personnes américaines, citoyens, résidents ou personnes morales, que ce soit dans le monde. Donc notons d'ores et déjà que ces dernières dispositions rendraient ainsi illégale, donc comme je le disais, une opération sur les ovnis, donc PSYOPS, parce qu'elle serait totalement illégale uniquement dans ce domaine. Mais, et d'ailleurs, quelque part, les opérations psychologiques, ça peut être illégal, hein, de manipuler l'opinion publique. Il peut y avoir une inégalité concernant certains domaines, hein, le domaine de la recherche, etc. Mais admettons que le Pentagone ne s'embarrasse pas de la légalité. Je pense pas. Je pense pas que le Pentagone s'embarrasse de la légalité si on regarde ce qui s'est passé par exemple en Irak, hein, lors de la guerre en Irak. Donc, mais il y a de bonnes raisons de penser que si l'on croit un article du magazine Rolling Stone en date du 23 février 2011 qui rapporterait que le lieutenant général William Caldwell, un général 3 étoiles chargé de la formation des troupes afghanes, avait commandé des opérations d'information pour cibler les délégations du Congrès visant sa base dans le cadre d'une campagne visant à manipuler les perceptions et opinions des sénateurs et représentants américains par le biais d'opérations psychologiques, donc PSYOP. Ces révélations faisaient dire au journaliste Robin Green le 2 mars 2011 le Congrès doit réaffirmer son indépendance et rassurer le public américain sur le fait que les élus civils conservent le contrôle de toutes les activités militaires et du renseignement. Alors ça, c'est moins sûr. D'ailleurs, on l'a vu. Selon les allégations de Grosh, bien sûr. Il est essentiel que le Congrès remplisse ses fonctions de surveillance et mène une enquête publique indépendante concernant toute activité potentielle illégale dans laquelle la cellule DOI du lieutenant général Caldwell pourrait s'être engagée. Selon Betsy Woodruff Swan et Lara Seligman de Politico, l'US Army conduit les PSYOPs au moins depuis la Première Guerre mondiale. C'est quand même assez vieux. Lorsqu'elle a créé une unité chargée d'élaborer et de diffuser de la propagande par tract. Alors, opération de propagande, une opération de propagande, c'est une opération psychologique. Ça peut être une propagande dans tous les domaines, mais c'est une opération psychologique de toute façon. L'armée et la CIA ont déployé des opérations psychologiques de plus grande ampleur lors de conflits récents. On en a parlé justement par rapport à l'Irak. Par exemple, en utilisant des émissions radio pour lutter contre le communisme à l'époque de la guerre froide. Alors, on a eu aussi à l'époque de la guerre froide, pour lutter contre le communisme, la science-fiction, même la pop culture, a été utilisée à des fins d'opérations psychologiques, de guerre psychologique. Pour la bonne et simple raison que vous avez des films de science-fiction des années 50, si vous vous intéressez à la pop culture, et d'ailleurs, je vous recommande de vous intéresser, mais ça c'est plutôt la partie sociologique de l'ufologie, de vous intéresser aux films des années 50 où en fait il y avait des messages anticommunistes, pro-nucléaire, anticommunistes, etc. Donc voilà, donc de la guerre froide, ainsi que des tracts et des émissions par haut-parleur pour inciter les troupes irakiennes à se rendre au cours de la guerre du Golfe, par exemple, en 1991. En 2010, à l'initiative du secrétaire d'État à la Défense, la terminologie opération militaire de soutien à l'information a préféré à celle de PSYOPS, connotée péjorativement. Bah oui, PSYOPS, ça fait un peu péjoratif, c'est vrai que ça fait un peu agent secret, quelque part, mais ça reste de toute façon dans le fond comme dans la forme, ça reste la même chose. Donc voilà, dans un article pour The Collector, Owen Rust établit que la guerre psychologique est aujourd'hui un outil courant de la planification militaire moderne, mais il démontre que les opérations effectuées se situent dans des contextes de conflits militaires. Bah oui, la plupart du temps, c'est pour les conflits militaires. Toujours sur des terrains étrangers à l'usage de PSYOPS sur le sol américain et destination du public américain demeurant illégal, rappelons-le. Oui, c'est illégal. En fait, c'est illégal dans le sens où c'est réservé normalement aux opérations militaires.
Vous ne pouvez pas manipuler l'opinion publique dans votre propre pays. Pourtant, ça s'est fait. Ça s'est fait à différents domaines. On l'a vu même récemment à l'époque du Covid-19, etc. On a vu que, par exemple, le gouvernement s'était trompé à plusieurs reprises, qu'il avait pris les mauvaises décisions, etc. Mais avant, en amont de ça, il y avait vraiment une opération à grande échelle pour en fait complètement ne pas, si vous voulez, contredire la parole officielle. Donc après, on a vu qu'il y avait eu des erreurs de fait. Ça, on l'a vu par la suite. Mais on se demande aussi si ce n'est pas des opérations psychologiques. On peut très bien, après tout, se poser la question, sans rentrer bien sûr dans l'argumentation du complotiste de base. Dans la publicité, quelque part, est une opération psychologique. On vous lance un message, votre message rentre dans le cerveau. Si on vous répète 50 fois le message dans le cerveau, à un moment, il va imprimer. Donc, effectivement, la manipulation psychologique, elle existe depuis très longtemps dans tous les domaines. Pour ne pas dire qu'elles sont un argument sceptique imparable. Une psyop étant par définition une opération à la fois vraisemblable et qui relevant des services secrets ne peut donc quasiment jamais être définitivement établie. Ben non, une psyop ne peut pas être établie. On ne peut pas savoir si par exemple le cas de David Grosh, qui est d'ailleurs arrivé un peu comme champignon après la pluie, un peu rapidement comme ça, alors qu'on connaissait quand même le cas de Grave, on connaissait le cas de Fravor, mais lui il est arrivé au milieu comme ça, lui c'est carrément pas c'est carrément pas des informations de type observationnel. Lui c'est carrément on détient des éléments exotiques. Donc il s'agit de ne pas être dupe. Il s'agit probablement d'une opération psychologique du gouvernement, nous l'avons déjà vu. Donc pour Andrew Follett de la National Review, depuis d'une semaine, de nombreuses personnes, y compris des personnalités de la droite politique, ont montré en épingle la prétendue révélation pour initier de la communauté du renseignement d'un programme gouvernemental secret visant à récupérer des vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés. Une affirmation qui présente une similitude inquiétante avec la précédente campagne de désinformation bien documentée menée par le gouvernement pour discréditer des personnes problématiques. Dans une tribune de LinkedIn, Charles Minskov s'interroge: les services de renseignement sont-ils à l'origine d'une vaste campagne de la désinformation visant à dissimuler la vérité sur les pans et à garder le contrôle de ce phénomène énigmatique? Rappelez-vous, dans une de mes vidéos, si vous vous souvenez, donc si vous regardez ma vidéo justement vis-à-vis des médias, la vidéo concernant en fait les médias, ma revue de presse, je dis que je déclare que en fait le plus probable c'est que Grave et Fravor sont vraiment la chose quantifiable. En fait c'est le témoignage quantifiable. Alors que j'ai une grande méfiance envers Grosh. Je le dis bien dans cette vidéo que pour moi Grosh passe en avant, mais en fin de compte c'est pas lui, c'est pas justement ce qu'il raconte qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est celui de gauche et celui qui est à droite, et pas celui qui est au milieu. Donc on peut se demander si Grosh est un agent, ce qu'on appelle un agent déstabilisateur, un agent de prolifération et d'intoxication d'informations, visant à justement à garder le contrôle effectivement sur l'observation de phénomènes aériens non conventionnels qui eux sont étudiés par le Pentagone et qui préfèrent en fait garder ça sous contrôle et de mettre un agent déstabilisateur qui va vous raconter une histoire invraisemblable, parce que réécouter quand même les allégations de Grosh, et même si elles sont sous serment, c'est quand même X-Files, on est vraiment dans X-Files. Donc sachant que les agents déstabilisateurs sont formés pour aller jusqu'au bout, jusqu'à même aller à la prison, parce que c'est leur rôle, parce que ils sont formés pour ça en fait, ils ont une formation pour aller prendre le maximum de risques sur leur personne, mais pouvoir aller jusqu'au bout de leur mission.
Ça, c'est pas du cinéma. L'auteur poursuit. Les empreintes digitales des agences de renseignement sont présentes sur certaines des rencontres les plus célèbres avec des UAP, comme l'incident de Roswell, l'affaire de la forêt de Rendlesham. On peut donc soupçonner ces agences de diffuser délibérément des fausses informations afin de créer la confusion et de contrôler le récit autour des UAP, tout en étudiant activement le phénomène UAP et en gardant le public dans l'ignorance. C'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Pourquoi pas que cette histoire de David Grusch est faite pour justement nous induire en erreur le Congrès, induire en erreur les sénateurs et induire en erreur le public et les médias en disant voilà, nous on va s'occuper du vrai phénomène, mais on va vous lancer une grosse histoire avec des extraterrestres, des engins récupérés, etc., etc., et puis qu'il y a eu des personnes assassinées et tout et tout. Vous allez donc, comme je le disais d'ailleurs dans mon analyse concernant ma revue de presse, vous allez donc vous focaliser sur Grusch et terminer. Fravor va passer à la trappe, Graves va passer à la trappe, mais toutes les affaires sérieuses d'observation aérienne non conventionnelle vont passer à la trappe et vous allez vous focaliser sur Grusch. C'est à ça qu'il faut, réfléchir, si vous voulez. Donc, créer la confusion, contrôler le récit. Donc, une théorie convaincante de cette croisade de désinformation est que les agences de renseignement protègent la technologie militaire avancée de l'attention du public et de l'adversaire potentiel. Donc, la Chine et la Russie, l'élaboration d'un écran de fumée sur les observations et des rencontres des UAP permettent de camoufler efficacement leur projet de pointe. C'est vrai. D'autres pensent que les UAP sont utilisés dans le cadre d'opérations psychologiques visant à susciter la peur et l'incertitude afin de rendre le public plus vulnérable à la manipulation. C'est exactement ce qui s'est fait dans le cinéma des années 50, où en fait le message, le message c'était la peur de la guerre nucléaire avec la Russie à l'époque de la guerre froide. Donc si vous vous intéressez au cinéma de science-fiction, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a utilisé le cinéma de science-fiction comme biais de propagande, mais comme aussi manipulation d'opérations psychologiques. En perpétuant l'énigme des UAP, les services de renseignement peuvent entretenir un climat d'anxiété, d'intrigue, bah oui, tout simplement. Donc, alors que l'existence des UAP devient de plus en plus indéniable, ça c'est vrai, restons vigilants et sceptiques quant aux informations que nous recevons. Ça c'est ce que je dis toujours. Restez sceptiques aux informations, parce que je lis sur Discord, je lis des fois sur Discord des bêtises, mais absolument énormes. Vous en êtes déjà à l'hypothèse. Arrêtez avec tout ça. Et arrêtez de dire que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Restez sceptiques aux informations que vous recevez. Recontrôlez l'information et revoyez, si possible, l'histoire de l'ufologie, l'histoire du renseignement et de l'ufologie. Lisez à la rigueur OVNI 60 ans des informations. Je peux vous dire que ça va vite vous éclaircir sur les agissements de différents services et la façon de ce qu'on fait des données concernant les phénomènes aériens non conventionnels. Donc les services de renseignement ont tout intérêt à contrôler le récit, et il est essentiel d'envisager la possibilité d'une campagne de désinformation méticuleusement orchestrée, façonner en grande partie notre connaissance des UAP, en faisant preuve d'esprit critique et en examinant avec diligence toutes les preuves disponibles que nous pourrons découvrir la vérité sur ces mystérieux phénomènes aériens. Alors, je reviens au crash de Roswell. La possibilité d'une campagne de désinformation méticuleusement orchestrée façonne une grande partie de notre connaissance des UAP. Ben oui, le crash de Roswell. Alors le crash de Roswell est tellement populaire qu'il y en a qui pensent que c'est la première chose qui est arrivée. Comme le disait le sociologue Pierre Lagrange, il disait les gens, c'est tellement populaire que les gens ils pensent que c'est la première chose dont on a parlé des ovnis, alors que la première observation, du moins de l'ère des ovnis modernes, c'est Kenneth Arnold. Bon, après il y a eu avant ça il y a eu les Foo Fighters, etc. Mais celle qui a été popularisée par Fates Magazine, donc en particulier par l'écrivain Ray Palmer, celle donc l'observation de Kenneth Arnold, des fois, par moment, là aujourd'hui en 2023, les gens pensent que la première chose c'est Roswell, alors qu'en fait c'est Kenneth Arnold. Donc il faut avoir absolument un esprit critique vis-à-vis de ça, vis-à-vis en fait des données en fait qu'on vous donne. Pour Lucas Lero, chercheur en sciences sociales à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro, les ovnis sont utilisés par le pouvoir américain pour empêcher les médias de prêter attention aux récentes catastrophes chimiques dans le pays et en même temps de susciter l'inquiétude des citoyens face à de prétendues menaces inconnues qui pourraient permettre l'avancement des agendas militaires. Alors moi j'ai du mal un petit peu avec ça, avec cette approche par exemple de Lucas Lero, pour la bonne et simple raison que je vois partout là en ce moment sur internet, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce que je suis en même temps observateur de société.
Et je vois, les gens, depuis en fait, donc l'audition au Congrès, les gens émettent des théories en fait. Alors, une théorie, on parle de ça, il y a ça qui arrive parce que on nous cache la traite des enfants. Il y a ça parce que on nous cache la probable arrivée d'un nouveau vaccin obligatoire. On nous cache ça parce que l'économie, on nous lance ça parce que l'économie va s'écrouler. J'entends des théories, mais j'entends toutes les théories possibles et imaginables en disant voilà, s'il y a ça là aux États-Unis, c'est parce que ils nous cachent quelque chose ou ils essaient de détourner l'attention sur quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé. Je me méfie de ce genre de théorie. Je me méfie absolument de ce genre de théorie parce que ça peut partir dans tous les sens. On peut très bien dire que Biden, on nous cache, on nous lance ça parce que Biden n'est plus capable de gérer son pays en tant que président. Hein, on l'a vu, enfin, excusez-moi, mais Biden, là actuellement, lorsqu'on le voit, on voit des tas de vidéos où il est complètement hors sujet. Donc, est-ce que en fait on nous balance en fait une histoire d'ovni pour dire que le président en fait ce n'est plus lui en fait qui dirige le pays mais plutôt la vice-présidente ou peut-être un état profond, je ne sais pas, je ne sais pas comment que ça se passe, mais si vous voulez on peut émettre plein de théories en disant que en admettant qu'on nous a balancé une histoire d'ovni, voilà, on peut émettre plein de théories, donc je suis extrêmement prudent avec ça, je peux vous l'assurer, parce que sinon on peut vraiment émettre plein de choses. Donc voilà pour cette partie d'article. Donc citant les arguments des sceptiques dans DayZ, Tom Waite évoque le fait que d'une part les antécédents de Grosh au sein de la NRO, de la NGA, NGA et de l'armée américaine qu'il a vu servir en Afghanistan ne contribue pas beaucoup à étoffer les théories sur lesquelles les ovnis sont une opération psychologique du gouvernement. Alors ça c'est plutôt les sceptiques, hein, visant à distraire les citoyens à obtenir un soutien pour les programmes militaires. Alors moi j'y crois pas trop parce que franchement personnellement le gouvernement américain n'a pas besoin du soutien de la population. Personnellement, n'a pas besoin de soutien de la population, quoi. C'est évident. Moi, je trouve que c'est pas, voilà, je trouve que c'est pas très crédible, si vous voulez, comme type d'information. Hein, voilà. Donc, si on revient justement à cet aspect, en outre, la dissimulation de l'existence des ovnis aurait nécessité une coordination internationale massive sur plusieurs décennies, alors que les dirigeants du monde n'arrivent pas à même pas à se réunir pour résoudre les problèmes qui s'opposent à nous. Bah oui, problèmes écologiques, économiques, etc. Malheureusement, Grosh ne dispose pas non plus de preuves matérielles. Alors ça, c'est vrai, je l'ai dit, il dit, ce n'est que des allégations, hein, ce n'est que des allégations, hein, voilà, donc ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, qu'il y ait plein de lanceurs d'alerte qui arrivent à cause de, enfin, grâce à cette loi, à cette loi aux États-Unis. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait plein de lanceurs d'alerte qui nous lancent plein de choses, mais sans preuve. Alors, on va être bien embêté parce que s'il nous lance, s'il y a plein d'anciens agents du renseignement, anciens militaires à la retraite ou qui ont quitté, bref, leur service et qui lancent des alertes sur les ovnis et qui n'ont pas de preuves, imaginez le travail. Et moi, on va tous imploser. Hein. Donc, il y aura tout de travail, tout simplement. Et puis, à ce tarif-là, on peut lancer des agents déstabilisateurs par dizaines, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire on va former des agents sur certains domaines, des phénomènes aériens non conventionnels, et puis qui vont être à la retraite, et puis qui vont quand même être formés par un organisme spécifique au sein du Pentagone, au sein des services de renseignement. On va le lancer dans le public, et puis on va en faire un autre, après on va en faire un autre, et puis voilà. Et puis en plus ils risqueront rien parce que de toute façon il y a de nouvelles lois qui protègent en fait les lanceurs d'alerte. Je ne sais pas comment que ça va se passer la suite, hein, je peux vous le dire. Donc il existe néanmoins de vrais arguments qui invalident l'hypothèse PSYOPS. Alors voilà, maintenant nous allons attaquer. Alors nous sommes passés par en fait l'aspect en fait pro PSYOP, et maintenant nous allons aller sur le contre-argument, la contre-argumentation. Donc
qui invalide, bien sûr, donc le Psy-Hop. Alors, 1. À supposer que Psy-Hop ne soit saisi d'un phénomène véritable, les ovnis en seraient emparés à des fins de manipulation dans une forme de surenchère attendue, entre parenthèses, attendu qu'il est impensable d'imaginer le Pentagone comme étant l'origine de l'ensemble des observations d'OVNI enregistrées depuis l'ère contemporaine. Ça, c'est clair. Il est pour le moins douteux que cette opération, visant à faire croire que l'État ou le lobby militaro-industriel sont étendeurs de technologies, d'artefacts et d'entités exotiques, puissent se poursuivre sans discontinuer au moins depuis les années 40. Une psy-up sur les ovnis se déroulant sans discontinuer depuis au moins 75 ans n'est pas crédible. Moi, j'ai du mal avec ça. Personnellement, alors, que Grush soit un agent déstabilisateur, ok. Par contre, qu'une opération psy-op qui dure 75 ans, je n'y crois pas du tout non plus. Les motivations pouvant la légitimer à un moment donné, ayant dû évoluer avec le temps et au gré des orientations politiques et des centrales de renseignement. Bah oui, ça c'est clair. L'exemple très documenté des révélations de Robert Sarbacher à Wilbert Smith semble indiquer que le contenu des allégations de Grush était déjà connu depuis les années 50. En effet, dès 1982, le mémorandum pour le contrôleur des télécommunications daté du 21 novembre 1950 est signé de la main de l'ingénieur du ministère des Transports canadien Wilbert Brooker Smith était déclassifié. Et il avait été rédigé à l'occasion d'un voyage d'études à Washington, où Smith, spécialiste du magnétisme terrestre, s'efforçait de se renseigner sur le sujet des scouts volantes, dont il avait pris connaissance du livre de Franz Scully. Alors Franz Scully, il avait été quand même assez discrédité, hein. Donc c'est un livre un peu folklore, hein, très proche de la Lunatic Fringe. Donc ce mémorandum et les investigations dont il fit l'objet confirmaient différents points précédemment évoqués. L'intérêt américain officiel, l'implication de certaines sommités du monde scientifique et le secret rigoureux du sujet. Ce mémorandum fut découvert par l'ufologue d'Ottawa Arthur Bray en vertu de la loi sur la liberté de l'information, FOIA, dans une liasse de documents qu'il obtint en 1977. J'ai mené une enquête discrète par l'intermédiaire du personnel de l'ambassade canadienne à Washington qui a été en mesure d'obtenir les informations suivantes. Cette affaire est le sujet le plus hautement classifié du gouvernement des États-Unis à un niveau encore plus élevé que la bombache. Alors, il faut savoir que ce document est absolument authentique. Ce document, vous pouvez d'ailleurs le récupérer maintenant, hein, puisqu'il est déclassifié. Les soucoupes volantes existent. Ce document l'explique clairement. Leur modus operandi est inconnu, mais un effort important. Attention, leur modus operandi est inconnu. Hein. Il l'a obtenu donc en 1977 et donc ça date de 1982. Alors il l'obtint en 77. Attendez, en effet, le numéro ah oui, voilà, il est daté de 1950. Déjà, de 1950. De 1950. Donc on dit dans le mémorandum, on dit dans le 1950, les soucoupes volantes existent. Leur modus operandi est inconnu, mais un effort important est mis en œuvre par un petit groupe de chercheurs placés sous la direction du Dr Werner Bush. L'affaire est considérée par les autorités comme étant d'une importance considérable. Ces informations sensibles lui avaient été livrées par Robert Sarbacher, professeur de physique à l'université de Harvard, conseiller scientifique de la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale, puis consultant scientifique au comité de la coordination de la recherche et du développement du secrétariat d'État et de la défense en tant que spécialiste des missiles guidés. Les notes manuscrites de Wilbur Smith rendaient compte de la discussion qui se tint entre les deux hommes le 15 septembre 1950 à Washington, en présence du personnel du corps diplomatique canadien. Note sur un entretien avec le docteur Robert Sarbacher par l'intermédiaire du lieutenant C. Bremer. Wilbur Smith, je fais actuellement des recherches sur la réduction de champs magnétiques terrestres comme source d'énergie. Je pense que notre travail pourrait avoir un rapport sur les soucoupes volantes. Que voulez-vous savoir? J'ai lu le livre de Franz Scully sur les soucoupes volantes et je voudrais savoir s'il contient une vérité. Les faits rapportés dans ce livre sont pour l'essentiel authentiques. Alors, est-ce qu'on peut penser aussi par rapport au livre de Franz Scully? Alors, le livre de Franz Scully qui avait été quand même très proche de la Lunatic Fringe, un peu du folklore ufologique, mais il vient de dire que en fait l'essentiel est authentique. C'est quand même étonnant. C'est comme certains qui ont dit le livre que du colonel Corso, comme Jacques Vallée, validait les dires du colonel de Corso. Pourtant, ça a été discrédité. Mais Vallée disait que les dires de Corso étaient pratiquement authentiques. Non, donc, les soucoupes volantes existent donc, oui. Opèrent-elles, comme le suggère Scully, sur des principes magnétiques? Nous n'avons pas été capables de reproduire la performance. Ainsi, elles viendraient d'une autre planète. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne les avons pas construites. Il n'y a guère de doute qu'elles ne proviennent pas de la Terre. Je comprends que le sujet de scoop est secret. C'est exact. Il est classifié 2 points plus haut que la bombache.
2 points plus haut que la bombe H. En fait, c'est le sujet le plus hautement classifié par le gouvernement américain actuel. Puis-je vous demander la raison de cette classification? Vous pouvez le demander, mais je ne peux pas vous répondre. Y a-t-il un moyen pour obtenir des informations susceptibles d'être intégrées dans notre travail? Je suppose que vous pourriez être habilité par notre ministère de la Défense. Il me paraît très probable qu'un accord pourra être passé pour un échange d'informations si vous avez une contribution à proposer. Nous serions heureux d'en parler, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Note, ce qui précède est écrit de mémoire après l'entretien, j'ai essayé de le maintenir autant que possible verbatim. Smith s'intéressait donc depuis les années 40 à la question des ovnis. Les recherches qu'il conduisait autour de la propagation des ondes radio l'amenèrent à étudier l'énergie en cause dans les phénomènes de géomagnétisme, dont il soupçonnait qu'il pouvait expliquer le mode de propulsion des ovnis. En 1949, il conduisit une expérience en laboratoire au cours de laquelle 50 milliwatts furent extraits du champ magnétique terrestre. À cette époque, le gouvernement canadien menait ses premières investigations sur le phénomène. Un mémorandum secret d'avril 1950 du ministère de la Défense demandait ainsi au Chairman of the Defense Research Board du Dr. Sutherland de s'assurer de la coopération des services afin de rapporter les observations ou prétendues observations de soucoupes volantes passant au sud du Canada, qu'un nombre important de cas a été rapporté dans différentes parties du Canada, et qu'il était suggéré que les membres des services de renseignement et de la police reçoivent des instructions pour enquêter sur ces incidents et de les rapporter au département de la Défense. Ces révélations constituèrent l'acte de naissance du fameux projet Magnette d'études des soucoupes volantes que Smith dirigeait au Canada de 51 à 54 tout au long des années 50 et au début des années 60. Smith accordera les interviews publiques, déclarant qu'un groupe gouvernemental américain très secret qu'il ne pouvait nommer lui a prêté du matériel exotique à des fins d'analyse. En novembre 1983, l'ufologue William Steinman interpella le professeur Robert Irving Sharbacher sur les questions des ovnis. Sharbacher était un physicien renommé, élève d'Einstein, président et titulaire d'une chaire au WIT, Washington Institute of Technology. Des rumeurs persistantes associaient en effet ce scientifique accrédité secret défense, notamment au sein du Joint Research and Development Board, à l'étude d'hypothétiques corps d'entités extraterrestres récupérés par l'US Air Force, notamment les révélations de l'ingénieur canadien Smith que nous venons d'évoquer. Sharbacher reconnut les faits le plus simplement du monde précisant dans un courrier à son interlocuteur. Il n'avait pas personnellement de relation avec les personnes impliquées dans les opérations de récupération de soucoupes volantes, et je ne connaissais pas de date de récupération. Ça me fait vraiment penser à David Grosh. Hein. Ça me fait vraiment penser à David Grosh. Et vous n'avez pas l'impression vous me le direz en commentaire, vous n'avez pas l'impression que on a l'impression que c'est ce que raconte David Grosh en fin de compte. Je crois que John Newman était sans doute impliqué, Werner Bush également, je crois que Robert Oppenheimer, carrément Oppenheimer, il y a justement un film sur lui en ce moment. Ma participation au comité de la coordination de la recherche et du développement militaire, placé sous la direction du Dr. Compton sur l'administration Eisenhower, était plutôt limitée. Invité à participer à plusieurs discussions au sujet de ces récupérations, je n'avais pu assister aux réunions. Le docteur Van Brandt devait également y être convié, ainsi que d'autres personnalités que vous avez citées. J'ai reçu quelques rapports quand je travaillais au Pentagone, mais j'ai dû les laisser là-bas car je n'étais pas autorisé à les sortir de mon bureau. Tout ce dont je me souviens aujourd'hui est que certains matériaux censés provenir des soucoupes écrasées étaient extrêmement légers et en même temps très solides. Je suis certain que nos laboratoires les ont analysés avec beaucoup de soin. Il y avait des rapports impliquant que les instruments et les personnes pilotant ces machines étaient aussi d'un poids très léger, suffisamment léger pour se soustraire au terrible effet créé par l'accélération et la décélération causée par leur système de propulsion. Je me souviens qu'en discutant avec certaines personnes dans mon bureau, j'ai été gagné par le sentiment que ces étrangers étaient bâtis comme certains insectes sur notre Terre. Ah bon, alors voici un peu les documents. Alors, selon l'ufologue Anthony Braglia, on continue cette aventure passionnante. Selon l'ufologue Anthony Braglia, le chercheur D.M. Duncan a localisé le fils de Sharbacher résidant au Texas. Sharbacher Jr. lui révéla avoir un jour interrogé son père à propos des ovnis. Quoique peu prolixe à ce sujet, il aura néanmoins révélé ceci à son fils. Il savait qu'elles étaient réelles, les soucoupes volantes, pour la raison évidente qu'elles allaient à 600 mph et qu'elles effectuaient ensuite un virage à 90 degrés en plein vol sans ralentir. Alors ça on connaît, le phénomène aérien non conventionnel, ce qu'ils sont capables de faire. Donc dénué de toute inertie, de toute gravité. Papa m'a dit que la raison pour laquelle il avait été appelé était de construire le bon type de missile pour traquer ces choses, car elles étaient trop bien rapides pour qu'aucun de nos avions ne puisse les attraper. Il voulait que les missiles ne détruisent aucun ovni, mais qu'ils soient capables de les suivre. Papa a donc fait installer des caméras comme sur les fusées V2, de sorte que lorsque l'OVNI pénètre notre
espace aérien ne puissant tirer sur lui des missiles équipés de caméras, car seul un missile peut suivre les virages à grande vitesse. Notons que ces informations, quoique fragmentaires, sont en tout point semblables à celles délivrées par le livre, on en revient, du colonel Corso, donc The Day After Roswell. Et donc toujours après Roswell, elle indique sans équivoque non seulement que les débris exotiques furent récupérés par l'État américain, mais qu'une commission officielle composée de scientifiques de premier plan s'efforça de décrypter les données recueillies à ces occasions. Ces informations émanant d'un ancien président et fondateur de Washington Institute of Technology demeurent difficiles à réduire par principe. Si l'on écarte l'hypothèse monumentale PSYOP, ancienne de plusieurs décennies, comment expliquer alors que ces allégations soient finalement assez courantes dans l'histoire de l'ufologie, venant à contrario appuyer les propos de Grosch? Mais oui, c'est ce que je disais. Quand je vous explique là tout de suite, dans cette grande émission que je fais, parce qu'elle est longue, quand je vous explique que ça ressemble à l'affaire de Grosch, ça ressemble beaucoup à l'affaire de David Grosch. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, c'est connu depuis les années 50. Alors, est-ce que ça confirme ces allégations? Est-ce que ça valide ces allégations? Non, ça ne valide pas ces allégations, mais il y a des éléments qui sont sur des mémorandums qui sont similaires à ce que raconte Grosch. Moi, on peut très bien dire que Grosch a été formé avec aussi ce type d'éléments provenant des années 50. Si, je dis bien, si c'est un agent déstabilisateur. Il aurait très bien pu prendre ça, on va faire une mise à jour 2023, des documents américains des années 50, et puis raconter ça. On peut aussi le dire. Bah oui. Donc les rumeurs de crash d'OVNI sont en effet présentes dès les premières heures d'ufologie, comme nous l'avons vu avec l'affaire Smith-Sabacher, et se retrouvent assez logiquement dans le récit de Being the Flying Saucer, le premier ouvrage ufologique de l'enquêteur Franz Scully. Les crashs et les cover-ups gouvernementales sont assez présents chez les ufologues, mais plus intéressant, on les retrouve également chez les personnalités éminentes du monde du renseignement. Dans une revue américaine, Victor Marchetti, auteur de The Cult of Intelligence, est un des collaborateurs principaux du directeur adjoint de la CIA, fit état des rumeurs qui circulaient alors parmi les punks de très haut niveau de cette agence de renseignement extérieur concernant plusieurs crashs d'OVNI et la présence de leurs occupants extraterrestres. Il indique notamment que les OVNI n'étaient pas un sujet de conversation courant à l'époque, où il en était membre. Il confirme cependant que le sujet était extrêmement sensible. Nous avons en fait été contactés, peut-être même visités par des êtres extraterrestres, et le gouvernement des États-Unis, en accord avec les autres pays de la Terre, est déterminé à garder cette information hors d'atteinte du grand public. Hors d'atteinte. Il y avait cependant des rumeurs en haut niveau de la CIA, les rumeurs d'observation inexpliquées par des observateurs qualifiés, des signaux étranges reçus par la NSA, le collecteur de renseignements issus d'interceptions de communication électronique du gouvernement US, et même des petits gris dont les appareils s'étaient écrasés ou avaient été abattus, conservés au froid par l'Air Force à la FTD Foreign Technology Division de la base aérienne de White-Patterson, Dayton, Ohio. Une PSYOP d'une telle ampleur, même si on la limite dans les temps aux révélations de 2017, n'est pas similaire à ce qu'on peut connaître des opérations de désinformation concernant les OVNI. Mais oui, c'est complètement... C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que ça a tellement d'ampleur sur le temps que si on la limite, comme il dit, dans le temps aux révélations de 2017, c'est pas similaire à ce qu'on peut connaître des opérations des informations concernant les OVNI. C'est plus grand, plus large que ça. Le plus célèbre des cas des informations liées aux OVNI met en scène l'agent Richard Doty du bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air, donc la FOSI, qui affirmait avoir participé sur ordre des opérations de manipulation du membre du Congrès, s'être introduit dans la résidence privée d'un contractant civil du gouvernement et avoir diffusé des faux documents gouvernementaux alors qu'il était en service actif dans les années 1980. Le faux document MJ12, l'autopsie d'extraterrestres d'Orwell, sont autant de bons candidats pour des opérations de type PSYOPS. C'est vrai. C'est vrai, totalement vrai. Mais même s'il est naturellement impossible de l'établir, faute d'archives officielles déclassifiées. Bah oui, le problème, on ne sait pas si c'est une opération PSYOP ou pas. Concernant le MJ12, moi je pense que oui. Parce que dès que c'est arrivé, les documents MJ12, j'ai vu les copies. J'ai fait la traduction des copies.
Personnellement, j'y ai pas cru. J'ai pas cru, je sais pas pourquoi, mais j'y ai pas cru. J'ai pas senti le truc. Moi, je l'ai pas senti. Alors, est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est l'intuition d'avoir lu énormément de documentation sur le sujet? Est-ce que c'est l'intuition d'avoir eu, on va dire, des connaissances dans le domaine du renseignement? La façon dont c'est tourné, je me suis dit pourquoi pas. Et l'obsession extraterrestre de Roswell aussi. J'y ai pas cru. L'extraterrestre de Roswell, j'y ai pas cru. J'ai regardé sur toutes les coutures ce document. J'ai suivi cette affaire sur plein de documentaires. J'ai regardé les pour, les sceptiques et tout. Et quelque part, j'y ai pas cru du tout. Enfin, à la fin, je me demandais si c'était pas plutôt c'était à la fois une opération commerciale, mais en même temps peut-être une opération de déstabilisation. Bon, impossible en tout cas d'établir, faute d'archives officielles déclassifiées, ça c'est malheureux. C'est que ces opérations nous apprennent, c'est qu'elles ne constituent pas de programmes sophistiqués mettant en cause de nombreux acteurs, subtils, plans échafaudés sur des décennies. Elles visent à éteindre un cas ou une personne en particulier, comme les ufologues Benewitz et Moore, pour l'agent Doty, et constitue ce qu'on pourrait appeler de la désinformation amplifiante. Alors ça, j'en ai parlé, la désinformation amplifiante, j'en ai parlé justement dans le livre, dans la vidéo, si vous regardez le livre de présentation de l'ouvrage OVNI, 60 ans de désinformation de François Parmentier. Effectivement, des informations amplifiantes, on en parle. Justement, lui, il en parle. Qui vise à introduire dans un dossier de très nombreuses fausses informations ayant l'apparence de la vérité afin de le décrédibiliser dans son intégralité. Bah oui. Donc c'est ça le problème. Les rapports français Cometa sur les ovnis et la défense évoquent la désinformation amplifiante appliquée aux ovnis et démontrent que si ces psy-up ont vraisemblablement existé, elles n'ont rien à voir avec une opération mondiale d'intoxication. Les allégations de David Grosh échappant manifestement à ce cadre. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec Thibaut Canuti. C'est-à-dire, les allégations de David Grosh échappant manifestement à ce cadre. Bah non, il y a une contradiction parce que les allégations de David Grosh ressemblent à celles du mémorandum des années 50, qui est officiel, ressemblent en fait à certains éléments. C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien dire que c'est une version 2023 de ce que les mémorandums diffusaient dans les années 50. Donc je suis un peu moins d'accord justement avec Thibaut Canuti. Dieu sait que j'apprécie la personne, mais je suis pas sûr. Opération mondiale d'intoxication, donc par prolifération d'informations, ça c'est un de mes domaines. Personnellement, je suis pas sûr. Je n'écarte pas la possibilité d'une opération mondiale d'intoxication visant toujours dans le même cas de décrédibiliser la véracité du phénomène ou décrédibiliser des scientifiques et des enquêteurs chevronnés très sérieux qui commenceraient à avoir en fait des pointes de vérité. Donc on ne sait pas. Donc l'Air Force l'a pratiqué dès le début, comme l'a révélé l'astronome Hynex, en consultant de 48 à 66, qui écrit de quelle façon il a aidé à banaliser de nombreux cas en leur donnant des interprétations astronomiques non justifiées. Bah oui, on se souvient, si vous connaissez en fait la jeune histoire de l'ufologie, parce qu'en fait l'histoire on dit qu'elle est vieille, mais non, elle est jeune par rapport à tous les autres domaines qui nous entourent depuis l'ère moderne. L'histoire de l'ufologie, elle est jeune. Donc effectivement, Yannick avait été donc embauché au départ pour décrédibiliser le phénomène. Et d'ailleurs, Hynex s'en était aperçu, puisqu'il a dit même à la fin de sa vie, avant de mourir, que effectivement, il savait de toute façon qu'il était engagé pour ça. Donc la politique de désinformation a été renforcée par la suite des recommandations d'un comité scientifique réuni par la CIA en décembre 1952, le fameux comité Robertson, invitant à dépouiller le phénomène OVNI de son aura du mystère. Le même comité a recommandé de surveiller les mouvements ufologiques qui ont été infiltrés par la CIA notamment. Alors, l'infiltration des mouvements ufologiques est née par l'anticommunisme, je le rappelle, donc je refais. En fait, voilà, je rajoute en fait des éléments à l'article, par exemple aussi à l'article de Thibaut Canuti. Et puis là, ce qui reprend, en fait, infiltrer des mouvements ufologiques, ça fait partie du renseignement. Ça s'est fait en France, j'ai même eu une expérience avec ça, je ne dirai pas là en vidéo, mais j'ai eu une expérience avec ça d'infiltration. C'est normal que des services de renseignement s'intéressent en fait à ce que vous dites quand vous le dites d'une certaine manière.
Si vous êtes un uluberlu qui va parler de petits hommes gris sous des bases souterraines et de différentes races extraterrestres qui prennent l'apparence d'humains, il ne s'intéresse pas. Par contre, il s'intéresse à des personnes qui sont crédibles dans leur façon, dans leur manière de langage, qui sont rationnelles, sérieuses, posées, des personnes convaincantes. Les renseignements, ça les intéresse. Parce que ces gens qui sont crédibles, les renseignements s'intéressent à eux parce que de toute façon, ils renvoient une information qui est plutôt solide, hein, plutôt crédible. Et en ce qui concerne les ovnis, on préfère, dans les renseignements, avoir affaire, et je vous parle de la France, hein, je vous parle bien de la France, on préfère avoir affaire à des uluberlus dans des associations, dans des repas, qui racontent n'importe quoi, qu'un type qui va arriver et qui va approcher, qui va en fait utiliser une méthode de communication totalement différente, qui rend crédible justement la chose. Et ça, il s'y intéresse. Pourquoi ? Parce que on préfère pas justement, on préfère que ça reste sous le sceau de la croyance, sous le sceau du folklore, que quelque chose de sérieux, parce que l'événemie, le phénomène, des phénomènes aérospatiaux non conventionnels, c'est un phénomène sérieux, et c'est un phénomène qui concerne la sécurité nationale, et la sécurité des voies aériennes, de type civil et militaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner là actuellement en vidéo. Donc, quelques personnalités ont tenté de réduire à néant de nombreux cas importants. Philippe Klass, alors rédacteur d'Aviation Week et Space Technology, s'est chargé notamment de 3 grands cas aéronautiques, le Lakin Hit en 57, RB-47 en 57 et le Téhéran en 76, avec ce qu'on appelle le cas Téhéran avec le colonel Jafari. La désinformation réductrice est efficace sur ceux qui ne souhaitent pas admettre la possibilité de l'hypothèse extraterrestre. La désinformation amplifiante s'adresse aux autres. Elle a probablement été mise en œuvre très tôt. Les prétendus contacts d'Adamski avec un Vénusien en 52 en relèvent sans doute. C'est possible. Elle a pris une ampleur considérable depuis la résurgence de l'affaire Roswell à la fin des années 70. La désinformation amplifiante a permis probablement de protéger des recherches sur l'arme à micro-ondes de Kirtland et sur des nouveaux types d'aéronefs à Groom Lake. Elle a permis sûrement d'utiliser l'arme du ridicule contre certains ufologues crédules. Oui, bah ça, on a vu. Hein. C'est en fait... on vous lance en fait des informations, on vous lance on vous donne des informations, vous allez diffuser vous en tant que ufologue chercheur ce type d'informations, sauf que ce type d'informations, ce sont des éléments désinformants. Donc si vous êtes crédule et puis qu'à un moment de notre vie on est crédule. Moi-même j'ai été crédule vis-à-vis de certaines personnes. Et en fait on se rend compte qu'en fouillant et en interrogeant plusieurs personnes au fil en aiguille, vous vous rendez compte que certaines personnes sont proches des renseignements. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça me fait sourire. S'il y en a qui regardent la vidéo, là, ils se reconnaîtront. Voilà. En développant une psy si sensationnelle et sa répercussion mondiale, le Pentagone fera courir à l'État fédéral comme au DOD un risque majeur sur le plan intérieur. En induisant ainsi en erreur le public, les journalistes et le Congrès, une telle psiole pourrait saper la réputation de l'armée, des services secrets, mais aussi la tentative du Pentagone de prendre la main sur les problèmes des phénomènes aériens non identifiés. Le All Domain Anomaly Resolution à Arrow, donc le fameux bureau là du Dr Kirkpatrick, déjà mis à mal pour la déclaration de certains experts comme Christopher Mellon, selon lequel le potentiel lanceur d'alerte ne lui ferait pas confiance, perdrait vraisemblablement toute crédibilité. Cette psiole pourrait être en outre dévastatrice en termes de panique, peur et croyances irrationnelles. Bah oui, et serait de nature à creuser plus encore le fossé entre les élites et les couches populaires. C'est ce que je disais. Effectivement, c'est vrai, parce que si c'est une opération psyop, ça va renforcer la méfiance et la défiance vis-à-vis du gouvernement. C'est pour ça que je vous disais dans une vidéo juste avant, si vous regardez mes vidéos d'avant, dans une vidéo, je vous dis bien, le Pentagone a intérêt de collaborer avec le Congrès. Parce que si les lois passent pas, même si les lois passent pas au niveau du Congrès, au niveau du Sénat, au niveau du président, si ces fameuses lois de divulgation ne passent pas, imaginez la défiance et la méfiance de la population par rapport à ce qui a été entendu au Congrès. Imaginez l'impact. Non mais là, vous allez avoir affaire à 60% de complotistes aux États-Unis, c'est-à-dire plus de la moitié de la population. Et puis, vous allez créer des tensions.
Et c'est ça la problématique. Et puis, vous allez en fait créer des chercheurs de vérité. Mais là, les chercheurs de vérité, vous n'allez pas en avoir 10, 20, 30, 50. Vous allez avoir des milliers de chercheurs de vérité qui vont complètement saturer les services de renseignement, de questionnement, de recherche de documentation, etc. Ça ne va pas être possible. Donc, j'ai un doute que ça soit aussi MCOps, hein, parce que effectivement, ça serait dévastateur en termes de panique. Mais on ne peut pas écarter que dans sa globalité, c'est pas MCOp, mais peut-être que pour une seule personne, c'est MCOp, et que les autres personnes, ce n'est pas MCOp, ce sont uniquement des personnes qui témoignent. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, peur et convention rationnelle, donc éprouvée par le récit de ce mensonge poursuivi sur près d'un siècle. Bon, ça, c'est vrai que ça, j'y crois pas du tout. Il faut bien comprendre que le débat sur les ovnis, né de l'enquête de 2017 du New York Times, se produit dans un contexte de remise en cause de ce que d'aucuns nomment l'état profond, ce concept popularisé par les révélations de transfuge américain Edward Snowden en 2013. Oui, le fameux lanceur d'alerte, donc Edward Snowden, qui avait déclaré donc qu'il y avait un état profond, c'est-à-dire qu'il y a un état, mais il y a un sous-état, et c'est ce sous-état qui contrôle. Donc désigne un réseau secret de personnalités opérant à différents échelons et institutions de l'État, aux fonctionnaires, diplomates, magistrats, militaires, membres des services de renseignement, policiers, qui agiraient de manière occulte, formant une hiérarchie parallèle, donc d'autres hiérarchies hors de tout contrôle démocratique. Ce débat qui hante l'Amérique ne date pas des conservateurs trumpistes qui l'ont remis au goût du jour. Il résonnait déjà en 1961 comme une menace dans le discours d'adieu du président Eisenhower, invitant ses compatriotes à la méfiance face au complexe militaro-industriel. Ben oui. Vous pouvez revoir un peu cette déclaration du président Eisenhower lorsqu'il quitte la politique, qui dit qu'il faut se méfier du complexe militaro-industriel. Ça, c'est pas complotiste, c'est officiel. C'est une déclaration officielle de l'ancien président Eisenhower. Donc dans ce contexte, on a peine à croire que le risque encouru par une telle opération puisse justifier les bénéfices attendus. Ça c'est vrai, il n'y aurait pas trop de bénéfices, ça serait plutôt catastrophique. Par ailleurs, à supposer qu'on restreigne cette psy-hop aux révélations de 2017. Il faut imaginer un programme de désinformation entamé au début de l'ère Trump qui s'intensifierait avec Grush ou Biden. Possible. Alors, possible, il marque définitivement improbable. En 5. Dans un contexte de tension géopolitique internationale particulière, particulièrement marquée guerre en Ukraine, menace de conflit sino-américain autour du sort de Taïwan, l'hypothèse du MCOP laissant croire aux ennemis des États-Unis que ces derniers possèdent un avantage technique et militaire, déterminant au travers de la possession de technologies exotiques, avancées et non humaines, pourrait paraître plausible de prime abord, mais nous allons voir que cette hypothèse est invalidée par de nombreux arguments. Cette idée se trouve développée par Jeremy McGowan sur la page Medium. Dans ce que je crois être le scénario actuel, la communauté du renseignement des États-Unis tire parti de l'aura du mystère qui entoure les ovnis et les UAP et l'utilise à son avantage en mettant soigneusement en scène des dénonciateurs. Ils injectent des récits soigneusement élaborés dans les cycles de l'actualité mondiale, donnant ainsi l'impression que les États-Unis ont accès à une technologie qui dépasse de loin les capacités humaines actuelles. Pourquoi pas ? Mais ça, l'affaire Roswell, ça peut être exactement ça. L'affaire Roswell, ça peut être une opération de montée de toutes pièces en faisant croire aux Russes qu'on détient une soucoupe volante et puis qu'on va avoir la technologie de cette soucoupe volante. L'objectif d'une telle stratégie est multiple. Premièrement, elle donnerait l'impression d'une avance technologique, normale, dissuadant ainsi des agresseurs potentiels. Donc, ok, on a des super technologies, donc la Russie, la Chine, vous restez là où vous êtes. Deuxièmement, elle pourrait inciter les adversaires à consacrer des ressources à des projets de recherche et de développement coûteux et potentiellement infructueux afin d'égaler ou de contrer cette technologie supposée. La mise en œuvre d'une telle stratégie nécessiterait une planification et une exécution méticuleuse. La communauté du renseignement devrait sélectionner des personnes crédibles pour jouer le rôle de dénonciateur, David Grush. Il pourrait s'agir d'anciens militaires, membres des services de renseignement, ayant des connaissances suffisantes du système pour paraître authentiques. Ces personnes recevraient alors un mélange d'informations vraies, trompeuses et fausses à divulguer au public. Les informations vraies aident à établir la crédibilité, tandis que les informations fausses et trompeuses servent les objectifs stratégiques. Grave, information authentique. Fravor, information authentique. Grosh, fausse information, trompeuse, qui servent des objectifs stratégiques. Attention, je ne cautionne pas. Je vous laisse réfléchir sur la question. D'accord ? Intéressez-vous au domaine du renseignement. Aux États-Unis,
ou même à l'activité du renseignement dans son ensemble. Disons-le tout de suite pour argumenter. Qu'elle soit, nous ne souscrivons pas à cette hypothèse. Alors, eux, ils ne souscrivent pas à cette hypothèse. En effet, et même en faisant abstraction comme moi, je ne souscris pas à cette hypothèse, je ne valide pas l'hypothèse. Mais, on peut se poser des questions et vous allez voir la dernière personne que je vais présenter. En effet, et même en faisant abstraction des arguments précédents cités, ce type d'opération pourrait s'avérer contre-productive et inclurait des risques majeurs. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'opération pourrait amener des puissances étrangères à surcompenser des recherches et développements militaires pour les mettre à niveau de la supériorité supposée des États-Unis. Oui, la Chine et la Russie. Ok, vous détenez des choses comme ça ? Très bien. Nous allons mettre des milliards pour vraiment avancer technologiquement. Une puissance étrangère pourrait précipiter un conflit d'armée existant de crainte de ne plus avoir l'occasion a posteriori. Bah oui, vous êtes trop puissant, on vous attaque tout de suite. Par ailleurs, on peut également s'interroger sur le narratif de cette psy-up à la divulgation en 2017 d'un phénomène omniprésent et incompréhensible mettant en cause des autorités secrètes confisquant toutes les preuves. L'incidence donc du fameux USS Nimitz et l'USS Roosevelt 2004 et 2015, on serait passé au récit de Grosch beaucoup plus sophistiqué et complet. Possible. Une opération de type nécessiterait donc le recrutement et la participation active de personnalités aussi diverses que Tom DeLonge, musicien fondateur de To The Star Academy, d'anciens officiers du Pentagone comme Luis Elizondo, des membres de vieilles familles influentes de l'aristocratie américaine comme la journaliste Leslie King, Christopher Mellon, ancien secrétaire adjoint de la Défense pour le renseignement dans les administrations Clinton et George Bush, de la très influente Philippa Pippa McGrim, économiste et conseillère de George Bush, des journalistes indépendants comme Michael Schienberger, Ross Coulthard et du prix Pulitzer Ralph Blumenthal, des universitaires comme Eric Davis ou du nobelisable Gary Nolan, des députés et sénateurs de premier plan comme Gallagher ou Rubio, suffisamment bien informés pour ne pas être barnés par ce type de subterfuge. Toutes ces personnes auraient donc été recrutées par des agences de renseignement ou leur collaboration active sollicitée. Ce serait tout simplement inédit dans les annales des opérations secrètes. Cela multiplierait les risques de fuite et surtout cela ne ressemblerait en rien à une opération psy-op, ça c'est vrai, parce que là ça irait trop loin, tel que les États-Unis les mènent dans le monde, ni aux opérations de désinformation, telles qu'on peut les soupçonner dans l'histoire de l'ufologie. Ah oui, parce qu'on soupçonne de toute façon dans l'histoire de la psychologie. Et il y a des opérations de désinformation, nous le savons. Donc il y en a eu, si vous lisez la documentation, il y a toujours des opérations de désinformation. Face à ce constat de la faiblesse de l'hypothèse psy-up pour rendre compte de ce qui se passe depuis 5 ans, et donc Grosch et ses révélations ne sont que le chapitre le plus récent, d'autres chercheurs évoquent des hypothèses plus alambiquées encore. Thomas Knapp livre une opinion originale pour Open News. Mon intuition concernant les révélations de Grosch est que nous sommes peut-être en présence d'un non-good limité modifié, un terme inventé par John R. Leachman lors de la planification de la dissimulation du Watergate, mais défini de manière plus concise par Stewart Woxler et Larry Hancock dans leur livre Killing King Racial Terrorist. James R.I. and the Plot of Assassinate, Martin Afler-Carting Jr. Un non-good limité modifié consiste à fournir une histoire qui est un mélange de vérité et de fausseté. Lorsque la partie fausse de l'histoire est exposée, l'espoir est que la partie destinataire jette le bébé avec l'eau du bain. C'est un classique. L'idée étant que lorsque Grosch sera discrédité, ou se discréditera lui-même, le public se rendra compte que la question des ovnis n'est plus d'actualité pour l'instant. Et oui, plouf. Donc, pour d'autres commentateurs comme Pippa McGrim, c'est la divulgation qui est orchestrée et voulue par les autorités. Elle déclare ainsi: cela correspond à ce que j'ai appris en discutant avec des fonctionnaires. Je vais boire un petit coup parce que là je le dis beaucoup. Dans ces programmes depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, nous entendrons dire que de tels matériaux physiques et engins ont également été récupérés dans l'espace. L'histoire de Grosch est la première d'une série d'interviews ou de divulgations qui ont déjà été préparées. Le gouvernement américain demandait à certains anciens fonctionnaires, de préparer des entretiens formels de divulgation à leur demande. Il ne s'agit donc pas de personnes qui s'opposent aux autorités, il s'agit d'anciens fonctionnaires et de fonctionnaires actuels qui travaillent avec les autorités. La décision de rendre l'affaire publique a été prise et il n'est plus possible de revenir en arrière. Dans un tweet en date du 8 juin 2023, pas vieux, le très informé essayiste et environnementaliste Michael Schienberger faisait part de ses réflexions sur le débat autour des psy-up concernant la récente allégation de David Grosch. Si les récits d'OVNI peuvent sembler fous,
Les personnes qui les racontent ne le sont manifestement pas. Alors ça, c'est clair. Surtout quand il s'agit de pilotes de chasse ou de pilotes civils. Et le fait de nier d'emblée leur témoignage, comme beaucoup le font, reflète une peur irréfléchie. Oui, je pense que c'est une peur irréfléchie de balayer les témoignages de pilotes civils et militaires. Parce qu'un pilote civil, il n'est pas seul ou ils ne sont pas deux dans son avion. Il y a il y a des dizaines et des dizaines de personnes à bord. Il y a les passagers. S'ils voient un ovni, je pense pas qu'ils soient fous, quoi. Je pense pas qu'ils aient des hallucinations. Je vais vous faire une anecdote. C'était Élise Lucet dans une émission d'ovni qui s'était un peu trop documentée auprès des sceptiques, qui avait dit au pilote Jacques Rine, si vous connaissez l'histoire de Jacques Rine, qui a raconté son histoire de rencontre avec un de ses autres pilotes, un ovni, enfin un phénomène aérien non conventionnel, qui avait dit à Jacques Rine, c'est peut-être le manque d'oxygène dans le masque ce qui peut faire halluciner. Mais quand vous dites ça à un pilote comme ça, c'est hallucinant. C'est totalement hallucinant. Donc, voilà pour l'anecdote. Donc, il met un meilleur argument que la psychosélective cachée et étrangement spécifique qui afflige les hauts responsables de l'armée du renseignement et que les ovnis sont, ou peut-être toujours été, une désinformation gouvernementale ou une campagne de psychote menée contre le public. Nous avons tous beaucoup appris sur les campagnes de désinformation des gouvernements au cours des deux dernières années. L'attaque contre l'hypothèse de la fuite du laboratoire Covid, la désinformation sur le portable de Hunter Biden, c'est vrai, et le Russia Gate semblent totalement différentes et bien à des égards opposés au phénomène ovni. Dans le cas des ovnis, il s'agit de témoins, de dénonciateurs, certains ont subi des représailles et d'autres le craignent beaucoup. L'hypothèse la plus économique pour expliquer les récents développements autour des UAP ne semble ainsi pas être celle des opérations psychologiques. Que le Pentagone puisse être tenté d'allumer des contre-feux en appuyant quelques déclarations grossières, c'est possible. En manipulant des débunkers professionnels très actifs paraît autrement plus vraisemblable. Alors ça, oui, il y a des débunkers très actifs actuellement sur Internet, en particulier les réseaux sociaux. On se demande si le Pentagone ne s'appuie pas sur eux. C'est clair, pour essayer d'un petit peu de déboulonner la chose. Donc ce qu'on appelle des débunkers professionnels. Donc, de ce point de vue, le travail de sape et d'insinuation malveillante mené par le journaliste du New York Post Steven Greenset est tout à fait évocateur. C'est possible. C'est possible que Steven Greenset soit appuyé par les services de renseignement, ou tout simplement que Steven Greenset va dans le sens des services du Pentagone, mais n'a peut-être pas de lien avec le Pentagone. L'époque est positivement fascinante pour tous ceux qui étudient avec constance et agnosticisme. Ah, ça me plaît. C'est bien Thibaut Canuti. Agnosticisme, le phénomène ovni, et aucune période avant celle-ci n'aurait été aussi féconde en révélations de toutes sortes. La massification exponentielle des caméras privées, des satellites et demain des stations automatisées qui détecteront plus facilement les anomalies avec l'intelligence artificielle, le retour prochain de l'homme sur la Lune, la conquête martienne, l'exploration annoncée de nouveaux systèmes connus comme Europe, la Lune de Jupiter, la transparence et la connectivité généralisée par l'Internet ont préparé des consciences et les paradigmes scientifiques ne sont plus des digues infranchissables. L'histoire dira sans doute un peu plus tard les vérités qui se cachaient derrière toutes ces informations. Donc voilà, donc vous avez en fait toutes les sources. Alors c'est de Thibaut Canuti que j'avais rencontré à une période de ma vie lorsqu'il faisait donc les conférences sur la figure de l'extraterrestre au cinéma. Et donc il est conservateur des bibliothèques, historien de formation. Il a publié Un fait maudit et Histoire de l'ufologie française, 2 tomes. Alors je vous conseille, en tout cas en ce qui concerne ces livres, ces 2 livres, Un fait maudit. Voilà, et je vous conseille absolument Histoire de l'ufologie française. Pourquoi ? Parce que si vous voulez apprendre l'ufologie, ce livre est important. Nous le présenterons prochainement parce que c'est un livre qui doit faire partie de votre bibliothèque, de votre étagère, surtout si vous ne connaissez pas l'ufologie complètement. Mais si vous connaissez l'ufologie moderne, enfin celle actuelle, mais pas celle des années 60, 50 et tout, etc., en France, particulièrement en France, vous avez quitté un petit peu les États-Unis, prenez-le, c'est un argumentaire en béton. Et en plus, ça vous fait de la matière historique en béton, vous pouvez en parler. Voilà, avec ce livre, vous pouvez parler d'un sujet
voilà, du sujet de ce qui s'est passé en France à une certaine période. Voilà donc pour cet article. Alors désolé s'il était très long, désolé si cette émission était très longue, mais c'était important que je revienne là-dessus. Alors j'ai une autre surprise, et c'est la dernière surprise justement par rapport à l'article de Thibaut Canuti, parce que Thibaut Canuti ne l'a pas noté, justement, cette petite surprise, et vous allez voir, c'est une personne qui est centrale en ce qui concerne le Pentagone. Allez, on y va, je vous donne ça tout de suite. Et voici Susan Gough. Alors, qui est Susan Gough? Alors, Susan Gough est planificateur stratégique et porte-parole pour le département de la Défense au sein du Pentagone. Voici Madame Susan Gough, les formations qu'elle a. Vous écoutez bien? Donc, c'est en termes d'expérience. D'accord? Fournit des conseils d'experts au DoD et à d'autres agences gouvernementales américaines sur la communication stratégique, le changement organisationnel et les opérations psychologiques, n'est-ce pas? Et la politique, le concept, la doctrine, le plan et l'élaboration de la mise en œuvre stratégie d'opération d'information. Fourniture d'un personnel de soutien à temps plein sur place aux affaires publiques d'OSD. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de compétences? Alors, regardez bien, je vais afficher les compétences de Madame Susan Gough. Vous lisez bien, nous sommes sur son profil LinkedIn. On descend, et regardez ce qu'on trouve. Military Description. Voilà, on va revenir. Psychological Opération. 4 recommandations de compétences. Psychological Opération. Opération psychologique. C'est quelqu'un qui a été formé en psychologie, en stratégie et en psychologie. Alors, psychologie d'entreprise, psychologie militaire. Elle est spécialise donc en psyop. D'ailleurs, elle le note. Alors, on va regarder un petit peu. Vous allez voir, c'est étonnant cette dame. Regardez, Military Information Support OPSN aka psyop. Donc, classé dans le spécial opération, et ça fait partie de ses compétences. Et ses compétences, vraiment compétences, c'est-à-dire qu'elle est compétence dans ce domaine. Néanmoins, voici donc ce qu'elle a fait. Alors, Susan Gough est là. Susan Gough, on l'a entendu récemment, enfin on en a parlé, puisqu'elle avait envoyé un mail en disant que le docteur Kirkpatrick parlait à titre privé vis-à-vis en fait de sa réaction concernant David Grush, donc lors de l'audition du Congrès, et qu'elle avait répondu par mail. Donc si vous regardez mes vidéos, je parle justement de cette affaire, que le Pentagone a répondu. Elle est porte-parole du Pentagone, spécialiste dans les opérations psychologiques. Vous en faites ce que vous voulez, ça me confirme pas. Ça confirme, mais ça n'infirme pas qu'il n'y a pas d'opération psychologique. Mais en tout cas, la porte-parole Susan Gough du Pentagone est spécialisée en particulier dans le psyop. Voilà, donc c'est à vous de, si vous voulez, c'est à vous de faire votre opinion là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le cadre, ça s'appelle du complotisme, de bonne loi, etc., etc. Néanmoins, quand David Grush arrive, Susan Gough fait des déclarations, etc., on se rend compte qu'elle a été formée dans les opérations psychologiques. Donc, attention, on ne sait pas. Thibaut Canuti, lui, ne pense pas du tout que c'est une opération psyop. Effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont différents d'une opération psyop. Rien ne dit que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de preuves des affirmations, des allégations de David Grush, on peut penser ça. Si bien sûr on a des preuves vis-à-vis d'autres lanceurs d'alerte
et d'ailleurs il a déclaré qu'il y avait d'autres personnes qui étaient favorables au témoignage et favorables pour passer devant le Congrès. Ça valide les allégations de David Grusch, et donc ça valide que David Grusch est une personne solide, et que effectivement le Pentagone, le gouvernement nous cache énormément de choses là-dessus. C'est tout ce que je dis. C'est le cursus de Madame Suzanne Gough, porte-parole du Pentagone, est quand même étonnant par rapport à l'article de Thibaut Canuti et au questionnement d'une opération psyop. C'est tout. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je ne sais pas. Je ne le dirai pas. Je ne vais pas rentrer. Mais c'est étonnant. Et je pense que Thibaut Canuti aurait dû, quand il a fait cet article, il aurait dû intégrer le cursus de Madame Suzanne Gough dedans, en fait. Alors, peut-être que c'est une pure coïncidence. C'est-à-dire que, elle est spécialiste en psychologie. En tout cas, c'est une spécialiste en psychologie, psychologie des masses, etc. Est-ce que c'est juste une coïncidence par rapport au fait que c'est une opération, ce serait une opération psyops, et puis que ce n'est pas une opération psyop, et puis qu'elle est juste, elle a été formée dans ce domaine, voilà, c'est tout. Certains sur Twitter, j'ai vu certains chercheurs sur Twitter se sont posé la question face au profil LinkedIn de Madame Suzanne Gough. Ils se sont posé la question. Ils disent, tiens, c'est bizarre, elle est spécialisée dans le psyop et dans la manipulation d'opinion publique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tant qu'on n'a pas les éléments, c'est pour ça que je prends en considération les éléments de Ryan Grave et de David Fravor. Et pour l'instant, moi, David Grusch, il m'a pas apporté de preuves. Voilà, il m'a pas apporté, ces entités biologiques sur un plateau, ni ces débris sur un plateau, ni ces engins dans le garage. Il n'a toujours pas sorti un. Donc, j'attends. Dans tous les cas, de toute façon, il faut bien se poser la question que c'est quand même bon, dans le sens où des politiques prennent à bras le corps la question des phénomènes aériens non conventionnels. Et même si ça fait plouf, de toute façon, il y a des lois qui seront votées sur la divulgation, qui nous permettront de voir probablement des documents, des photos, des vidéos, des données télémétriques, j'espère, et puis qui valideront l'idée scientifique et puis l'idée sociologique du phénomène et des phénomènes aériens non conventionnels. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, bien sûr, pour de prochaines news, parce qu'on a encore des news à faire. Et merci d'avoir suivi cette longue émission. Ciao.